Donc là, je me retrouve avec un exercice extrêmement difficile qui consiste à présenter Bernard Lugan. C'est compliqué, c'est que si je présentais l'entièreté des choses intéressantes à dire sur lui, je ferais une conférence d'1h30 et on n'aurait pas le temps de l'écouter. On sait tous très bien qu'il a été un chef légendaire du service d'ordre, notamment durant des événements un peu particuliers vers mai 68 où s'est passé peut-être différentes choses relativement intéressantes. Ce qu'il raconte d'ailleurs dans son livre mai 68 vu d'en face. Il est surtout un universitaire spécialiste de l'Afrique. Vous avez écrit plus d'une trentaine d'ouvrages sur le sujet, dont un atlas extrêmement complet sur l'Afrique. Vous avez surtout dirigé la revue absolument passionnante Afrique réelle, que vous pouvez toujours suivre sur Internet. Et puis, vous êtes un ancien de chez nous, et donc vous pouvez faire comme chez vous. Merci. Écoutez, je suis ravi de venir dans ce lieu d'exception chez mon ami Alec. Et je vais vous parler à bâton rompu aujourd'hui de la situation africaine, mais surtout de la philosophie générale de la conception que nous devons avoir aujourd'hui de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, nous subissons une invasion et avec le recul du temps, ce que nous ressentons, nous, aujourd'hui, a peut-être été quelque chose qui a été ressenti chez ceux que nous avons colonisés à l'époque où nous les avons colonisés. Il faut bien voir que nous sommes dans un mouvement de colonisation à rebours, voir pourquoi cette colonisation à rebours se fait, et voir surtout, si vous le voulez, le problème qui est celui de nous dégager une bonne fois pour toutes de ce fardeau africain. Je dis bien ce fardeau africain. C'est un vieil africaniste qui vous le dit. Nous n'allons pas éternellement battre notre coulpe. Nous n'allons pas éternellement, au nom d'une colonisation que nous n'avons pas pensée, nous, les hommes de droite, garder cet héritage de la gauche républicaine qui nous transforme aujourd'hui peu à peu en pays du tiers-monde. Alors, le romantisme colonial, on l'oublie. On oublie Psychari. On oublie les terres de soleil et de sommeil. On oublie l'épopée coloniale. Parce que, comme le disait Maurras, une politique se juge à ses résultats. Le résultat de la colonisation est une catastrophe. Une catastrophe pour l'Afrique et surtout une catastrophe pour nous. Une catastrophe surtout pour l'Afrique française. Beaucoup moins pour l'Afrique anglophone. Parce que la différence entre la colonisation britannique et la colonisation française, c'est qu'elle n'a pas été faite sur les mêmes principes. Les Britanniques sont partis par pur impérialisme, par pur égoïsme, par pur intérêt dans les terres d'Afrique. Nous sommes partis au nom de l'idéologie de 1789. Alors ceci est fondamental. Ceci est fondamental parce que c'est l'idéologie de 1789 qui nous a lancés dans l'épisode colonial, mais ce sont les gens anti-89 qui ont construit l'Empire. L'Empire a été construit par les officiers, par les missionnaires, par les colons, qui étaient des gens de droite, qui étaient des légitimistes au sens originel du terme, et qui ont été un peu les agents, les idiots utiles de la pensée maçonnique et révolutionnaire, parce que la colonisation française est une colonisation de gauche. Et aujourd'hui, nous supportons, nous, les conséquences de ce mouvement universaliste qui était celui de l'exportation dans le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme, mais qu'on appelait à l'époque le sens de la liberté. Alors ceci est fondamental parce que quand la sous-culture médiatique parle de la colonisation, quand le monde universitaire complètement gagné à l'idéologie actuelle parle de la colonisation, il met toujours en avant l'idée que la colonisation française, c'était une affaire économique, c'était une bonne affaire. Ce qui est une erreur absolue. C'est un contresens absolu parce que la colonisation bonne affaire, c'est une invention de Jules Ferry.
par Jules Ferry, l'archétype même du franc-maçon républicain de gauche, tout ce que nous avons combattu, tout ce que nous combattons. Le drame, c'est que par suivisme et par patriotisme mal compris, nous sommes partis coloniser alors que nous étions les marionnettes de ces républicains francs-maçons qui ont déclenché le phénomène colonial. Parce que Jules Ferry et ceux qui étaient avec lui, autour de lui, avaient parlé de la colonisation bonne affaire. Pourquoi? Pour rallier à eux le courant qu'on appelle orléaniste, la droite d'affaires, parce que ces de gauche n'avaient pas les moyens financiers, et en essayant d'attirer par le miroir aux alouettes des bonnes affaires que l'on pouvait faire aux colonies, attirer à l'expansion coloniale, au mouvement d'expansion coloniale, le courant de la droite orléaniste. Alors que la droite réactionnaire, la droite légitimiste, était totalement opposée à ce mouvement. La gauche n'était tout de même pas unanimement partante. L'équipe autour de Clémenceau et des radicaux était opposée à la colonisation. Donc, la colonisation est pensée dans les loges maçonniques, elle est pensée par les républicains qui sont au pouvoir dans les années 1885, 1892, 95, et elle est pensée à travers des principes philosophiques. La France, patrie des Lumières, universalisme. La France, patrie des Lumières, ne peut pas garder pour elle, d'une manière égoïste, ce message tombé du ciel, qui est le message des droits de l'homme et de la Révolution. Donc, le moyen de faire connaître au monde le message révolutionnaire, c'est la colonisation. Et la colonisation va se faire avec cette armature, d'où la terrible contradiction qui va se poser rapidement. Parce que nous allons partir au nom des droits de l'homme, nous allons partir au nom de l'universalisme, nous allons partir au nom de ces grands principes égalitaires de 1789, déjà les Lumières, ensuite 89, mais sur place, les élites colonisées vont se rendre compte qu'il y a une différence entre le discours et la réalité. Donc, nous allons être rapidement pris au piège de notre propre pas notre propre philosophie, mais la philosophie qui va diriger l'expansion coloniale. Les Britanniques vont partir sur des bases totalement différentes. Nous allons partir pour changer l'homme. Toujours ce message universaliste des Lumières, de la République, etc. Les Britanniques, pas du tout. Alors, moi, je résume toujours les deux colonisations d'une phrase qui vaut ce qu'elle vaut, mais ceux qui sont allés dans les Afriques vont très bien comprendre. Je dis, la colonisation française a laissé des certitudes, alors que la colonisation anglaise a laissé des habitudes. C'est totalement différent. Les Britanniques n'ont pas cassé les sociétés africaines. Nous les avons cassées. Au nom de l'universalisme, au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie. Nous avons cassé les sociétés qui étaient communautaires. D'ailleurs, la République a toujours fait ça. Elle a déjà commencé par casser nos corps intermédiaires chez nous. Elle a cassé toutes nos solidarités provinciales, toutes nos solidarités familiales et claniques, au nom de l'individu. Depuis les Lumières, c'est ce que fait la République. Elle a cassé tout ce qui faisait les structures même de notre vieux pays. Elle va faire la même chose en Afrique. Alors on dit oui, mais non, regardez, pas du tout, on conservait les chefferies, etc. Non. Les Britanniques ont conservé la chefferie, mais la chefferie authentique. C'est-à-dire que les Britanniques ont laissé les chefs africains et ils ont mis à la tête des territoires des Européens, des Anglais. Ce qui fait que l'indépendance s'est faite très facilement, sauf dans les 2-3 colonies de peuplement. On a supprimé les cadres supérieurs anglais, et puis on a fait monter les cadres locaux, et résultat, l'indépendance s'est faite sans les traumatismes qu'il y a eu chez nous. Tandis que chez nous, nous avons gardé l'appareillage de la chefferie, mais plus avec les chefs d'origine. Nous avons largué les chefs d'origine, et nous avons mis comme chefs des anciens combattants ou des instituteurs qui avaient été formés dans nos écoles. Donc, certes, il y avait encore la chefferie, mais à quelques exceptions près, c'était plus la vraie chefferie.
avec une ou deux exceptions, notamment la Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny, pourquoi Houphouët-Boigny va-t-il arriver au pouvoir? Tout simplement parce qu'il est le chef des baoulés, et là, ça n'avait pas bougé. Partout ailleurs, la République coloniale, qui est une république de gauche, a complètement bouleversé les réalités locales. Alors, oui, mais la colonisation, nous disent les décoloniaux, nous disent les gens de gauche à l'heure actuelle, la colonisation, c'était fait pour gagner de l'argent. Voilà, c'est un contresens absolu, parce que la colonisation va démarrer dans les années 1890. Je ne parle pas de l'Algérie, c'est un cas à part, comme pour les Britanniques, l'Afrique du Sud sont deux cas à part. La colonisation de l'Afrique noire va démarrer dans les années 90, 92, 95. Après des débats terribles à la Chambre. Terribles. Ce sont les députés monarchistes qui s'opposent au mouvement colonial. Ce sont les députés nationalistes qui s'opposent au mouvement, appuyés par Clémenceau. Quand toute la droite des affaires, toute la droite molle et toute la gauche intellectuelle est pour la colonisation. Au moment où la colonisation va débuter, et au moment où Jules Ferry nous dit les colonies vont être une bonne affaire, mais la France n'avait absolument pas besoin d'une colonie. Les richesses potentielles du sous-sol africain n'étaient pas connues, puisque l'Afrique n'avait pas été explorée. Donc c'était un postulat de richesses africaines. Deuxièmement, l'industrie française n'avait pas besoin d'un marché africain, qui n'existait pas. L'industrie française avait son marché européen, qui faisait que tout allait très bien. Qu'aurait pu, en 1890, que les colonies auraient-elles pu fournir en 1890 à la France? Des esclaves. Mais l'abolition avait été faite depuis de belles luttes, du sucre. Mais grâce à Napoléon, nous avions remplacé le sucre de canne par la betterave sucrière. Des colonies de peuplement, mais la France était en creux démographique, et la France n'était pas un pays d'immigration, à la différence de l'Italie ou de l'Allemagne. Donc nous n'avions pas besoin de colonies de peuplement. D'ailleurs, nous n'avons même pas réussi à peupler la seule colonie de peuplement que nous voulions peupler, qui était l'Algérie. Donc, si vous voulez, si vous reprenez le réel, toujours, revenir au réel, la France n'avait aucun intérêt. Alors, on va dire, l'intérêt stratégique. Même pas. Parce que, quel était le principal souci qu'avait la France à l'époque? Le principal souci qu'avait la France à l'époque, c'était la revanche. C'était la politique européenne. Or, la colonisation faisait que la France se trouvait en rivalité avec l'autre grande puissance impériale, qui était la Grande-Bretagne. Et Bismarck se frottait les mains. Et les successeurs de Bismarck se frottaient les mains. Tant que les Français et les Anglais sont en rivalité dans les colonies, tant que la France envoie des soldats aux colonies, Bismarck le disait, ce sera des divisions de moins pointées sur Metz ou sur Strasbourg. Donc, les intérêts géopolitiques de la France dans les années 1890 étaient des intérêts géopolitiques européens et non pas africains. Or, nous sommes partis en Afrique et nous avons colonisé. Alors, attention, la critique que je vous fais de la colonisation, c'est une critique réactionnaire. C'est la critique de droite. C'est la critique que faisait un homme comme Lyautey. Ce n'est pas la critique culpabilisatrice avec les pieds en dedans et l'acte de contrition, pas du tout. Seulement, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que comment nous sommes-nous défendus face à ces attaques qui nous sont portées. Attaques qui nous sont portées et au nom desquelles nous sommes sommés d'accepter le suicide de nos sociétés par l'immigration. C'est ça. À l'heure actuelle, la conséquence de la colonisation, c'est le livre que je viens d'écrire, Comment la France est devenue la colonie de ses colonies. Phrase d'Édouard Herriot, c'est une phrase, c'est pas moi qui l'ai inventée, cette phrase. Édouard Herriot, homme de gauche, dignitaire franc-maçon, maire de Lyon, grand résistant, là, il a coché toutes les cases du politiquement correct. Et en 1946, lorsqu'ont lieu les débats pour la nouvelle constitution, les députés africains, donc il y a Senghor, il y a Lamine Gueye, il y a plusieurs députés, proposent que le droit de vote soit donné
aux populations de l'Empire. Et Édouard Herriot dit, on a les procès-verbaux de l'Assemblée. Édouard Herriot dit, si nous donnions le droit de vote à l'Empire, la France deviendrait la colonie de ces colonies. Bien sûr, par la démographie. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer. Dans 30 ans, nous sommes la colonie. Avec la démographie, les rapports se font. Le basculement va se produire en 2055 à peu près. Nous ne serons plus les maîtres chez nous. Donc, grâce à la démocratie, grâce au suffrage universel, l'élection fera que nous allons perdre le contrôle totalement de la situation. Donc, nous arrivons en Afrique, nous colonisons, et nous nous défendons depuis 30 ans de oui, mais nous avons fait beaucoup de bien en Afrique. Oui, on a fait tellement de bien qu'on a créé les conditions de la submersion démographique. Finalement, ceux qui nous ont rendu le plus mauvais service, ça aurait été les médecins et les infirmiers, et tous nos professeurs de médecine qui ont inventé les vaccins contre eux, parce que résultat, nous avons fait du bien, effectivement. L'Afrique avait 100 millions d'habitants en 1900, elle va bientôt avoir ses 2 milliards d'habitants, et ce surplain démographique va se déverser quelque part. Il faut bien que ça se déverse quelque part. Donc, nous avons fait beaucoup de bien, regardez, alors bien sûr je cite dans mes livres, nous avons construit des milliers de kilomètres de routes, nous avons fait des barrages, nous avons fait des hôpitaux, nous avons fait des ponts, nous avons fait des aéroports, nous avons fait des écoles, nous avons fait des dispensaires. Oui, mais ça n'a aucune importance dans le bilan. Dans le bilan, tout ce que nous pouvons aligner au point de vue réalisation est considéré comme un acquis, comme un dû. Vous êtes venu coloniser, c'est normal que vous ayez développé, etc. C'est pour ça que moi je renverse complètement le sujet et j'essaie de renvoyer la colonisation à ses responsables, à ceux qui l'ont créée, c'est-à-dire la gauche. La gauche républicaine est responsable de la colonisation. Et nous, hommes de droite, nous réactionnaires, nous traditionnalistes, nous n'avons pas à payer les conséquences de cette colonisation. Le drame, c'est que la France est en train de les payer. Parce que relisez ce superbe texte de Maurras, le jour de l'inauguration de la grande mosquée à Paris, qui est un texte qui est lumineux. Alors Maurras dit, c'est le jour de l'inauguration de la grande mosquée à Paris. Maurras dit en substance, autant nous pouvons être respectueux de la religion musulmane, qui est une grande religion, chez elle. Ce que dit Lyautey, la Maurras est sur la même ligne que Lyautey. Autant nous pouvons être respectueux, mais installés sur la colline Sainte-Geneviève, même le lieu, comment dirais-je, emblématique de ce que nous sommes, la religion de nos sujets. Alors, espérons que cela ne va pas être l'ouverture à autre chose. C'est ce que dit Maurras. Et il le montre, il l'a bien compris. Relisez ce texte qui est fondamental. Parce qu'en fait, nous sommes là dans une grande contradiction. Une grande contradiction. Et je reviens là-dessus parce que j'ai toujours, par l'héritage familial, j'ai toujours du mal à critiquer la colonisation. Parce que moi, j'ai une famille de coloniaux, de la Chine à toute l'Afrique. Ma famille a rempli les cimetières. J'avais un ancêtre qui a participé au sac du palais impérial de Pékin, un autre qui a été consul de France à Nankin, un troisième qui a été chef de poste à la Hockey. Ça, c'est pour la partie asiatique de la famille. Le reste, c'est toute l'Afrique noire. Bon, moi, je suis la 6e génération née en Afrique. Donc c'est toujours du mal. Il faut vraiment s'extraire de ce côté, j'allais dire sentimental, pour faire une critique raisonnée de la colonisation. Si l'on veut sortir du sentimentalisme qui nous tue, dénuer, on revient à Maurras toujours, dénuer, nous dégager du romantisme et dénuer pour être sur le réel, une situation réelle. Alors, la situation est la suivante, c'est que, je vous l'ai dit, la colonisation est pensée par la gauche, par nos ennemis, par la maçonnerie, par les républicains, etc. Mais elle est faite par notre famille, par les hommes de droite. C'est pas Jules Ferry qui va aller se faire trouer la peau. Ce sont pas les loges maçonniques qui vont aller se faire trouer la peau dans les sables du désert ou dans le Haut-Tonkin.
Ben, ce sont nos familles, ce sont les nôtres. Donc la droite va partir ventre à terre sur les consignes de la gauche. Et le courant colonial est tellement unanimiste en France à l'époque que ceux qui ont, dans notre famille, à droite, entre guillemets, quelques réticences, sont vus comme des marginaux. Par exemple, Lyautey. Alors, Lyautey, lui, a tout compris. Parce que Lyautey, lui, voit une colonisation à l'anglaise. C'est-à-dire une colonisation qui ne change pas l'homme. Une colonisation qui ne change pas les structures. Lyautey dit, quand il arrive au Maroc, au début de son proconsulat, il dit, mon souci prioritaire, c'est de ne pas algérianiser le Maroc. Ah, ça veut dire quoi? Ne pas algérianiser le Maroc. Mais ça veut dire surtout pas mettre la République. C'est-à-dire, ne pas administrer le Maroc comme l'Algérie. Parce que l'Algérie française est morte en 1870. Elle est morte en 1870 quand les nouvelles autorités républicaines ont pris le contre-pied de ce qui avait été fait par l'empereur Napoléon III, qui avait une vision coloniale, qui avait évolué, mais qui est une bonne vision à la fin. C'est-à-dire que l'empereur Napoléon III avait bien vu que les Algériens et les Français, bon, ils sont pas les mêmes. Mais dans une vision impériale, l'on peut faire cohabiter des cultures différentes. Hein, vision impériale. Par exemple, c'est ce magnifique empire d'Autriche-Hongrie a fait cohabiter des cultures totalement différentes, mais dans un cadre impérial. L'empire russe aujourd'hui fait cohabiter des extrêmes orientaux, des musulmans, et ça, dans un cadre impérial. Mais dans un cadre républicain, c'était pas possible. C'était pas possible. Dans un cadre républicain, c'est-à-dire que l'individu est le même partout. L'individu est soumis aux mêmes lois partout. Donc nous ne sommes plus dans un cadre impérial, nous sommes dans un cadre de type jacobin. Alors Lyautey ne voulait surtout pas que se passe au Maroc ce qui s'était passé en Algérie. En 1870, l'Empire est renversé, arrivent les autorités provisoires, arrive la République, et la République va immédiatement prendre le contre-pied de ce qui avait été fait par l'Empire, par Napoléon III, avec suppression des bureaux arabes. Alors les bureaux arabes, c'était l'organisation militaire, un peu ce que Lyautey va recréer au Maroc avec les affaires indigènes, qui était là à la fois pour développer le pays, mais pour protéger également les populations. Et Crémieux, aidé du cardinal Lavigerie, car le cardinal Lavigerie a une responsabilité terrible. Lavigerie, la responsabilité déjà du ralliement des catholiques à la République, mais Lavigerie est l'homme qui va, et ça je le montre dans mon livre par les textes que je cite, Lavigerie est l'homme qui va donner l'armature doctrinale à Crémieux pour faire ses décrets. Alors, on parle toujours des décrets Crémieux sur les Israélites d'Algérie. Mais c'est rien, c'est 2 décrets. Il y a eu 70 décrets Crémieux. On parle toujours des 2 ou des 3 qui ont donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que Crémieux va jacobiniser l'Algérie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'Algérie va être divisée en départements, avec des préfets. Ce ne sont plus des militaires qui parlent arabe ou les langues kabyles qui sont là. Ce sont des préfets. Le préfet de Lille, qui va être nommé demain préfet de Constantine. Donc, c'est le côté niveleur, universaliste de la République. Résultat, la révolte de Mokrani. Grand monsieur Mokrani. Grand monsieur. Le chef kabyle Mokrani qui se soulève contre nous. Le père de Mokrani était un des premiers chefs de tribu qui était rallié aux Français dans les années 1830. Mokrani était un homme totalement fidèle à la France. Et du jour au lendemain, Mokrani, qui est le grand chef de toute la région de Constantine et de l'Est des Kabylies, reçoit une lettre en disant, mais maintenant, votre interlocuteur n'est plus le général Untel qui commande, ce sera le préfet de tel endroit, et vous êtes nommé conseiller municipal. Il est nommé conseiller municipal. Alors, Mokrani, je suis quoi, conseiller municipal? Donc, il dit, mais moi, je suis le chef Mokrani. Je veux bien travailler
avec quelqu'un que je respecte, avec un officier, mais pas avec quelqu'un qui débarque, qui parle pas ma langue, qui connaît pas ma culture, etc. Et je consens à obéir à un militaire, je n'obéirai jamais à un marchand, dit Mokrani. Il se soulève. Donc la Kabylie se soulève, et la France va écraser la révolte kabyle, et la France va achever de jacobiniser l'Algérie. Mais ça Lyautey n'en veut pas. Lyautey n'en veut pas. Lyautey dit, Lyautey est un ethno-différentialiste. Ce n'est pas un universaliste. Lyautey est un homme qui a combattu en Asie. Il a combattu à Madagascar. Il a combattu en Algérie. Il a vu que les hommes sont différents. Il a vu que l'on ne parle pas de supériorité et d'infériorité. Jamais Lyautey n'a dit que les peuples de l'Empire étaient inférieurs, alors que la gauche va le dire. Léon Blum, jusqu'en 1932-33, va dire il est du devoir des races supérieures d'apporter la civilisation. C'est une vue totalement jacobine de la situation. Lyautey disait non, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Et Clémenceau disait ah bon, inférieur la civilisation des Ming, inférieur les Mérinides au Maroc, inférieur par rapport à quoi? Donc d'un côté nous avons des pré-ethno-différentialistes, et de l'autre côté, nous avons des jacobins qui veulent appliquer en Algérie, dans l'Empire, ce qui avait été appliqué en Bretagne ou ailleurs. La francisation obligatoire de la Bretagne, la liquidation de toutes les traditions locales, c'est la République. Eh bien, nous allons faire la même chose, nous allons tenter de faire la même chose dans l'Empire. C'est pas nous, c'est la gauche, c'est la République. Non, nous ne sommes pas responsables. Donc il est temps, si vous voulez, de ne pas, par patriotisme mal compris, assumer un héritage dont nous ne sommes pas les géniteurs, dont nos ancêtres ne sont pas les géniteurs. Donc là, il est fondamental de bien dire la colonisation, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Certes, ce sont des hommes de droite qui ont conquis, mais la philosophie, l'organisation, c'était la gauche républicaine. Nous venons à l'origine, regardez ce que donnaient les députés légitimistes, monarchistes à la Chambre, ils étaient contre. Donc, ça, c'est le problème qui est fondamental. C'est-à-dire renvoyer aux responsables la situation. Alors, vous direz, oui, mais la France a fait de bonnes affaires en Afrique. Alors, je ne vais pas développer cela parce que je l'ai montré dans nombre de mes livres. Des Français se sont enrichis en Afrique, bien sûr, mais la France s'est appauvrie. Parce que pour que certains Français s'enrichissent en Afrique, enrichis parce qu'ils ont travaillé, ils n'ont pas volé. Il a fallu construire des routes, des ports, des infrastructures, etc. Donc, ce sont les impôts de nos grands-parents. Je cite dans mon livre un chiffre qui est quand même terrifiant. De 1900 à 1958-59, en moyenne, 22% de tous les fonds d'investissement d'État français ont été utilisés aux colonies. Vous imaginez si cette somme avait été investie pour la modernisation de l'économie française ou l'industrie française, où en serait aujourd'hui notre pays? Alors pour tout cela, je vous renvoie aux travaux de Jacques Marseille, je vous en renvoie pour l'Alger aux travaux de Daniel Lefebvre, etc. Mais venons à l'époque contemporaine, parce que nous sommes toujours culpabilisés. Nous avons toujours cette épée de Damoclès, car que tout moment, on dit, oui, mais la colonisation, c'est un génocide. Oui, mais vous avez exploité. Oui, mais vous vous êtes enrichis. Regardez aujourd'hui la France, regardez les Français, vous continuez à vous enrichir en Afrique. Alors là encore, on revient au fait. On revient au fait, au seul fait. Les chiffres, écoutez, les chiffres sont absolument extraordinaires. Les chiffres sont extraordinaires. Je vous les cite pas. En principe, je ne prends jamais de papier quand je parle, mais pour les chiffres, il vaut mieux avoir des papiers. En 2019, donc juste avant le Covid, écoutez bien ces chiffres. En 2019, juste avant le Covid, le total mondial des exportations françaises, services compris, était d'environ 461 ou 462 milliards d'euros. Exportation. Importation, même chiffre, à peu près 1 ou 2 milliards près. Donc, nous sommes en 2019, 460 milliards. Que représentait l'Afrique sur ce chiffre? 12,2 milliards. 12,2 milliards. C'est-à-dire que
l'Afrique représentait 2,68% du commerce extérieur français. Ça n'existe pas. L'Afrique n'existe pas pour nous. Alors, le plus intéressant, c'est que sur ces 12,2 milliards, on dit oui, mais la France s'est enrichie dans la zone CFA. Vous savez, la zone CFA, on parle toujours de la zone CFA. Alors, là encore, prenons les chiffres. Alors, sur ces 12 milliards, c'est-à-dire 2,68% du commerce extérieur français, la zone CFA a représenté 6 milliards. C'est-à-dire 1,32% du commerce français. C'est-à-dire rien du tout. Ça n'existe pas. Et le plus intéressant encore, c'est que dans cette zone CFA, la part de la France, on nous dit, la France a une chasse gardée, réservée. 11%, 11,4% du commerce de la zone CFA. Le commerce total de la zone CFA se fait à seulement 11%, 11,4% avec la France. Ceci revient à dire que, 1, l'Afrique ne compte pas dans l'économie française, 2, que nous ne nous enrichissons pas en Afrique, 3, que l'on raconte des calandres d'Aisne avec la question du CFA. Donc tous ces éléments mis les uns au bout des autres doivent nous permettre, n'est-ce pas, de dire, bon, maintenant, on tire un trait et le bilan est fait. Parce que, comme le bilan n'est pas fait, eh bien, nous continuons, n'est-ce pas, à être culpabilisés et l'on légitime les masses de population arrivant de notre ancien empire essentiellement, en les justifiant de oui, vous nous avez exploité, donc il est normal qu'il y ait un mouvement en retour. Alors la situation est d'autant plus dramatique que non seulement la colonisation a abouti à la ruine de l'économie française, 2, à faire tuer des centaines de milliers des meilleurs d'entre nous dans les sables du désert, dans les brousses d'Indochine ou ailleurs. 3, le plus grave, est en train de faire perdre à notre pays sa substance, car nous avons un changement de peuple, je répète bien, un changement de peuple, et ce n'est pas l'assimilation ou l'intégration qui vont pouvoir réussir, ça n'a jamais réussi, et ça ne peut pas réussir parce que c'est fondé sur les idées révolutionnaires, maçonniques et universalistes sur lesquelles reposait la colonisation. Donc ça peut pas réussir. On peut assimiler tel ou tel individu ici ou là, bien sûr, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. À partir du moment où vous avez les masses qui se présentent, il n'y a plus d'intégration ni d'assimilation. D'autant plus que nous n'avons plus la conscience de ce que nous sommes. Alors donc, le problème ne se posera pas. Alors cette situation est extraordinaire parce que non seulement nous avons tout perdu avec les colonies, mais aujourd'hui, nous voyons que ceux qui étaient les plus proches de nous se détachent de nous. Regardez ce qui s'est passé avec le Gabon. Le Gabon qui vient d'entrer dans le Commonwealth. Le Gabon est rentré dans le Commonwealth. Le Gabon, qui est un pays qui était tellement proche de nous, qu'au moment de l'indépendance, il demandait à devenir un département français, comme Mayotte. Erreur fondamentale. Là, mon vieil ami Pierre Pugeot a eu un héritage, j'allais dire, assassin pour la France, parce que autant Mayotte devait rester français, mais pas sous forme de département. Il fallait rester sous statut antérieur. Parce que résultat, toute l'Afrique arrive à Mayotte, les femmes accouchent à Mayotte, et ils sont français, et hop, ça part. Bon, c'est criminel. Là aussi, une politique se juge à ses résultats. Donc, nous sommes dans une situation, le Gabon, qui était tellement proche de nous, qu'il voulait être un département français, et qui aujourd'hui entre dans le Commonwealth. Pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Grâce aux juges, grâce aux ONG, grâce à nos grands sentiments de lutte contre les biens mal acquis, contre l'argent détourné, comme si les chefs africains pouvaient faire autre chose que détourner de l'argent. Ils ne peuvent pas faire autrement, car le chef doit être munificent. Et pour être munificent, il lui faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut trouver l'argent où ça se trouve. Et ça se trouve dans les caisses de l'État. Bon, c'est l'Afrique. Alors là, c'est une réalité. Ben là, il faut changer l'homme. Il faut apprendre au lion à manger des salades. Ben oui, effectivement, si le lion apprend à manger des salades, il ne mangera plus les antilopes. Oui, mais essayez d'apprendre au lion à manger des salades. Le problème n'est pas là. Donc le Gabon
qui était véritablement le pays le plus proche de nous, le pays sur lequel nous étions présents devant encore des garnisons, etc., voit ces responsables politiques poursuivis en justice en France, leurs biens confisqués, mis en examen par des juges gauchistes, mandatés par des associations gauchistes, dont le but est de nous faire perdre nos dernières positions en Afrique. Ces associations qui, volontairement ou involontairement, travaillent, j'allais dire, pour la concurrence, c'est-à-dire pour les Américains ou pour les Chinois, parce que chaque fois que nous partons, ce sont d'autres qui arrivent. Et au nom des grands principes, au nom des droits de l'homme, ont tellement poussé le bouchon que les autorités gabonaises disaient comme ça, nous entrons dans le Commonwealth, au moins que les Anglais, on est tranquille, ils ne viennent pas nous embêter avec les droits de l'homme, et ils ne viennent pas nous embêter avec l'argent que nous détournons, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc voilà le problème. Et puis, je vais terminer par le Mali, parce qu'il faut quand même parler du Mali. Pourquoi nous sommes-nous fait jeter du Mali? Parce que nous sommes fait jeter du Mali. Alors là, ce qui est dramatique, ce qui est dramatique dans l'affaire, c'est que nous avons perdu plusieurs dizaines de nos hommes. Et moi, quand je parle de ça, je suis toujours très ému parce que parmi tous ceux qui ont été tués, j'avais certains de mes meilleurs élèves à Saint-Cyr, hein, et qui ont perdu la vie, hélas, pour une politique qui a échoué. Alors pourquoi? Eh bien parce que, et là je vais terminer mon intervention par cela, parce que nous sommes intervenus au Mali selon les mêmes principes qui furent ceux qui lancèrent la France dans la colonisation dans la dernière décennie du XIXe siècle. Je vous explique. Nous sommes partis au Mali avec une vision totalement européocentriste. Une analyse complètement fausse. Et ça, ceux qui me connaissent depuis des années, ceux qui lisent l'Afrique réelle, ceux qui lisent mes livres, ont bien vu que dès 2011 et 2012, j'ai mis en garde. Dès 2012, reprenez l'historique de mes communiqués sur mon blog, j'explique qu'on va droit dans le mur. Droit dans le mur, pourquoi? Parce que nous avons fait une mauvaise, pas nous, mais nos responsables politiques. Lutte contre le djihadisme. Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. D'abord, ils sont tous musulmans. Donc ça, c'est une affaire qui se passe entre musulmans. Alors, qu'ils aient des interprétations un peu différentes de la bida, de tel ou tel point du dogme, du rythme des prières, de la longueur de la barbe, c'est pas notre problème. Grand bien leur face. C'est pas notre solution. C'est pas notre problème. Ce n'est pas notre question. La question n'était pas là. Que s'est-il passé au Mali fin 2011, fin 2012? Il s'est passé que les Touaregs, qui avaient fait 5 guerres et qui n'avaient pas réussi à retirer un certain nombre d'avantages du côté du gouvernement malien, les Touaregs qui s'étaient réfugiés en Libye après le 5e conflit, où ils avaient formé des unités de l'armée de Kadhafi, se rendent compte que Kadhafi est cuit, parce que les Occidentaux sont en train de l'écraser, disent on ne va pas se faire broyer dans la défaite de Kadhafi. Donc ils reviennent. Ils reviennent au Mali. Et au Mali, ils se soulèvent. Et ils se soulèvent pour des questions purement ethno-raciales. C'est un soulèvement touareg. Mais ils vont se soulever au nom de l'islam. Et ils sont tous musulmans. Parce qu'il est quand même plus porteur, dans le contexte actuel, de dire que l'on se soulève pour l'islam plutôt que pour une vision fractionnelle d'une revendication ethnique ou d'une revendication économique ou de marché. Et nous allons partir sur l'idée que c'est un soulèvement islamique, djihadiste. Donc nous intervenons, et là nous commettons une première grande erreur. C'est-à-dire que nous allons reconquérir l'ensemble des zones du Nord Mali pour les rendre aux autorités du Sud Mali, alors que depuis l'indépendance, les Sud-Maliens massacrent les Touaregs. Et que depuis l'indépendance, les Touaregs se soulèvent contre les gens du Sud. Et nous allons reconquérir sans exiger des autorités maliennes
sans exiger des compensations. Il eût fallu, à ce moment-là, dire aux autorités maliennes, vous voyez, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Ils sont à 20 km de la capitale. On les a bloqués. OK. Si vous voulez que nous allions au-delà, maintenant, vous faites enfin des réformes. C'est-à-dire, vous cessez votre suffrage universel, qui fait que, comme vous êtes 90%, vous allez toujours l'emporter sur les 10% de Touareg, et vous passez sur un autre système. Et si vous commencez, et ça réglera le problème. Et si vous faites ce genre d'évolution, petit à petit, nous allons reconquérir. Nous allons reconquérir. On n'a pas fait ça. Nous avons tout reconquis. Résultat, les gens du Nord sont dit, ces salopards de Français sont avec les Bambara du Sud contre nous, et les gars du Sud ont dit, dans un premier temps, ah ben les Français c'est génial, ils refont comme ils ont fait en 90, ils nous ont débarrassés des prédateurs qui arrivaient du Nord, parce que la colonisation s'est faite au Mali et au Niger, au profit des sédentaires du Sud qui étaient massacrés par les nomades du Nord, notamment les Touaregs, et également par les Peuls. Mais au bout d'un moment, comme la France, sur place, s'est rendu compte, les militaires étaient conscients de l'affaire. Les militaires étaient parfaitement conscients. Ils étaient parfaitement conscients que si l'on laissait les sudistes revenir dans le Nord, les massacres allaient reprendre. Les Touaregs allaient à nouveau se faire massacrer. Donc nous avons bloqué la montée de l'armée malienne. Donc les Maliens du Sud ont dit, mais vous nous recolonisez. Nous voulons reprendre possession du nord du pays. Résultat, nous sommes retrouvés entre le marteau et l'enclume. Ça, c'est pour le conflit d'origine, le conflit Touareg. L'islamisme là-dedans est totalement secondaire. L'islamisme là-dedans n'est que la surinfection d'une plaie ethnique millénaire. Parce que les Touaregs et les gens du Sud se battent depuis 2000 ou 3000 ans. L'islam dans cette région a 4 siècles. Bon, donc, supposons, comme je disais à la messagère à l'école de guerre, supposons que par un coup de baguette magique, nous réussissions à liquider l'ensemble de ceux que l'on appelle les djihadistes dans cette région. Oui, mais le problème Touareg sudiste se posera toujours, il sera toujours là. Or, nous sommes partis dans ces régions en donnant à l'armée française une mission impossible. Nous lui avons demandé de lutter contre les djihadistes, alors que le problème n'était pas le djihadisme. Alors que le problème, c'était un problème interne aux rapports ethniques des uns et des autres. Un problème qui était l'ethno-mathématique électorale. Parce que nous avons laissé à ces pays notre vice démocratique, c'est-à-dire l'individualisme, le one man, one vote, dans des sociétés communautaires. Ce qui fait que tant que ce système d'un homme, une voix existera en Afrique, eh bien il y aura des guerres. Parce que les peuples minoritaires vont perdre toutes les élections, car les élections, ce sont des sondages ethniques grandeur nature. Et comme ces peuples minoritaires sont souvent les peuples qui étaient les peuples guerriers et dominants avant la colonisation, eh bien, ils ont le choix entre deux solutions. Soit ils deviennent esclaves de leurs anciens esclaves, soit ils font la guerre. Ce que vont faire les Tutsis au Rwanda, ils prennent le pouvoir, ce que font les Touaregs et les Peuls au Mali, etc. Alors, ils vont habiller cela de l'étiquette islamiste, djihadiste, tout ce que vous voulez, mais le fond du problème, c'est un problème de groupes humains, c'est un problème ethnique, c'est un problème que l'IOT avait bien vu. Et je terminerai là-dessus. Donc, nous avons lancé la colonisation sur des principes qui sont les principes issus des Lumières de la Révolution française. Nous avons colonisé au nom de ces principes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire virer d'Afrique au nom de ces principes aussi. Donc la boucle est bouclée. Donc, il est temps pour nous qui sommes des contre-révolutionnaires, qui sommes des réactionnaires, ce que vous voulez, il est temps pour nous de dire maintenant, ça suffit, cet héritage, on n'en parle plus, c'est pas le nôtre. Nous avons participé à cela par dévouement patriotique, mais ce n'est pas notre héritage, ce n'est pas notre philosophie, et nous n'allons pas accepter que notre pays se fasse coloniser au nom d'erreurs qui ont été commises par l'idéologie qui, à l'heure actuelle, est l'idéologie dominante. Donc, une fois de plus, la contre-révolution ou la mort.